Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy épisode 5. Bonjour le King Fernand Lopez. Bonjour Monsieur Di, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va superbement bien parce que épisode exceptionnel, comme tous les épisodes j'ai envie de dire, mais là un petit peu plus parce que l'actualité du MMA Factory et de Fernand Lopez directement est particulièrement chargée. On va commencer par les événements du week-end avant le main event qui se profile, bien évidemment, parce que c'est ce que vous attendez tous. Alors on va commencer par Ahmed Salamov Ofen, donc défaite malheureusement pour Ahmed par soumission. Énormément d'attentes, mais défaite, j'ai presque envie de dire encourageante parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur ce combat. Toi, qu'est-ce que tu retiens exactement? J'ai envie de dire que c'était un week-end d'apprentissage, ouais, un Mhm. gros week-end d'apprentissage. Parce que oui, une défaite, l'adversaire était beaucoup plus fort qu'Ahmed. Les réactions d'Ahmed n'étaient pas celles attendues. Mhm. Enfin, quand on prépare un athlète, ce qui se passe, c'est qu'avant qu'il ne passe sur le très haut niveau, il y a ces incertitudes-là, ces questions qu'on se pose souvent. Et on a eu des réponses à pas mal de questions, notamment ce qui manquait, ce qu'il y a encore à travailler. Et c'est une bonne chose de pouvoir vérifier ça en situation réelle, en temps réel. Ahmed a fait, enfin, ceux qui le connaissent, on a regardé le combat ensemble ici avec Nassourdine, Cyril Gann, John, voilà, on était ensemble, on regardait le combat et on s'arrachait les cheveux parce que ce qu'on a vu, c'est pas du tout Ahmed, quoi. C'est pas du tout. On aurait dit qu'il était, que c'est pas lui, mais c'est quelque chose qui peut arriver parce qu'encore une fois de plus, le stress, les émotions ne réagissent pas de la même manière. Il y a des personnes qui sont, quand elles sont encensées, elles ont besoin de combattre sur des plateformes où il y a beaucoup plus de lumière. Et des fois, quand on les met sur des plateformes moins lumineuses, ça donne un pétard mouillé. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'Ahmed est suffisamment jeune. Il a le temps d'apprendre. Il me rappelle beaucoup la carrière d'un certain champion de welterweight aujourd'hui qui a été battu sur son premier combat par étranglement arrière. Et j'ai envie que ça prenne cette tournure-là. J'espère pour lui que ce sera ce genre de virage comme celui qu'a eu Ousmane Camaro, d'avoir perdu et puis d'avoir décidé de ne plus jamais perdre par soumission. Mais en tout cas, voilà, on a beaucoup appris de lui. C'est une période où c'est très galère d'aller combattre. Trouver un combat au FN pour lui, c'était vraiment un truc énorme. Et puis, merci à celui qui allait l'accompagner, Christian Pombou, tonton. Et puis, je suis à fond et je n'ai aucun. Enfin, il n'y a rien qui change dans ce que je pense de la carrière d'Ahmed. Je pense simplement que Ahmed doit apprendre de sa défaite et que moi, en tant qu'entraîneur, je dois apprendre en tant qu'entraîneur sur comment le rendre meilleur. C'est aussi simple que ça. Et pour toi, c'est quoi? C'est une question plus, on va dire, de gestion dans le combat. T'aimerais bien le revoir rapidement dans la cage. Quelle est la suite un peu souhaitée pour toi, idéalement pour lui? J'aimerais le voir rapidement dans la cage. C'est-à-dire que pour expliquer concrètement ce qui se passe, c'est que un athlète comme Ahmed, il est très bon dans un domaine particulier. Ce domaine particulier peut être taxé en termes de coût d'énergie. Je parle du sol de la lutte. Et donc, il est bon en boxe, mais s'appuie quand il y a la pression, qu'il y a l'échec de deux amenés au sol, il se replie sur son point fort qui est le sol, au lieu de se replier, au lieu de retourner sur une autre dimension qui est la boxe, où il excelle d'ailleurs, parce que, enfin, vous pouvez me dire que je me suis trompé sur lui, mais on a des benchmarks, on a des tests. Quand Ahmed boxe avec Cyril Gann, attention, Cyril Gann prend des pêches. Et pourtant, pour toucher Cyril, il faut se lever tôt. Quand Ahmed boxe avec Nassourdine, Nassourdine prend des pêches. Mais voilà, le jour du combat, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Est-ce qu'il était là ce jour-là? Est-ce que machin? Le truc, c'est d'aller fixer ces points d'ancrage positifs, de refaire la répétition jusqu'à ce qu'on ait le Ahmed qui est capable de restituer le jour du combat ce qu'il fait durant les entraînements. C'est aussi simple que ça.
Eh bien, bah, on espère en tout cas un beau retour pour Ahmed Salamov. Et il y a eu le combat Nassourdine Imavov à l'UFC. Donc déjà, ce qui est formidable, je pense, pour les gens, les Français, les francophones qui ont regardé le combat, c'est qu'ils ont pu entendre tes instructions claires et précises et voir surtout que Nassourdine répondait à tout ça et était vraiment dans une écoute attentive tout au long du combat. Et donc, il y a eu la défaite aussi au bout par décision majoritaire. Mais là aussi, une défaite, j'ai envie de dire, encourageante parce que Nassourdine a eu beaucoup de succès en boxe anglaise et Philoz, bien sûr, a fait les très bons choix, a fait parler sa lutte évidemment. Mais toi, qu'est-ce que tu en tires donc de ce combat-là face à Philoz, qui était très attendu de la planète MMA? Dana White l'avait même mis dans son If You Don't Know, Now You Know. Et finalement, je pense que avec ce combat-là, il n'y a aucun Now des you deux know. combattants qui a comment qui voit sa cote un petit peu chuter finalement. Euh, c'est complexe. C'est complexe. Ce que je vois, c'est déjà félicitations à Nassourdine, parce que ceux qui ne le savent pas, quand on rentre à ce niveau-là, dans une cage avec un mec comme ça qui a une expérience, qui a déjà fait le contender, qui est connu aux États-Unis, qui est connu sur la télévision américaine. C'est d'ailleurs pour ça que le combat se retrouve en carte principale. C'est une grosse pression. Quand Dana White parle de toi, il promet que le combat va être un combat, enfin, un feu d'artifice. Voilà, c'est une pression. Donc, c'est quelque chose de très. Il faut l'encourager. Ensuite, je reconnais que j'ai perdu. On a perdu le combat, mais il faut le reconnaître que le rôle du coach est capital dans ce genre de défaite. J'ai perdu le combat dans le sens où Nassourdine, c'est un homme assez humble qui va rapidement apprendre, qui va rapidement reconnaître et qui, dès la fin du combat, il revoit toutes les phases où il n'a pas écouté ou en tout cas, il n'a pas pu suivre les consignes et il le dit tout de suite. Et moi, de mon côté, je lui dis aussi, il y a des choses qui étaient difficiles. Je m'explique. En général, on prévoit un plan A, un plan B. Schwarzenegger disait à l'époque, je n'aime pas les plans B. Je n'aime pas les plans B parce que les plans B tirent de l'énergie du plan A et dissipent de l'énergie pour amener un peu d'énergie sur le plan B. Sauf que si tu n'as pas de plan B, quand le plan A échoue, tu es dans la merde. Et ce qui se passe, c'est que voici notre plan contre Phil Oz. Le mec a une bombe atomique, Megatron, dans le bras arrière. S'il te touche, tu tombes. Il peut coucher même les poids lourds. Il est super solide. Mais sauf que ça ne dure qu'un round. Et donc, on s'est dit, sur ces rounds-là, nous, on va boxer et quand il voudra mettre la pression, on va le coller. Parce que faut comprendre que Philoz est fort en lutte libre. Donc, c'est la lutte où on peut attraper les jambes et faire tomber. Mais il n'est pas bon en lutte gréco-romaine. Ça veut dire qu'au lieu de subir la pression et fuir tout le temps, la consigne donnée à Nassourdine, c'était de toucher, de bouger, et si jamais l'offense est trop pressée, qu'il fasse un pas vers l'avant, comme on voit en boxe anglaise déjà, des fois, embrasser Philoz, et donc du coup limiter la lutte de Philoz sur une dimension gréco-romaine, sur le premier round. Sauf que, très rapidement, tout ce qui était prévu se passe comme prévu. Philoz ne peut plus boxer. Au début, il envoie des missiles qui enrhument Nassourdine. Nassourdine s'en sort, il esquive, il le touche. Très rapidement, Philoz comprend qu'il n'a plus de puissance pour aller mettre KO. Il faut qu'il joue avec la lutte. C'est son plan B. Du coup, nous, sur le switch du plan A au plan B, qui est dans notre plan B, c'est de se dire, à partir du deuxième round, quand les bras de Philoz commencent à être engorgés, quand la contraction musculaire devient compliquée parce que le milieu est acide, on va à ce moment-là commencer à lâcher les points parce que nous, on est à l'aise en points. En tout cas, Nassourdine a une composition musculaire de fibres lentes. Donc, ils sont très endurants. Alors que Philoz a une composition musculaire de fibres rapides, donc ils sont très rapides, très explosifs, mais très fatigables. On sait qu'il est fatigué et donc on sait qu'on va mettre en place un processus de déroulement de la boxe. Sauf que Philoz, toutes ces analyses qu'on fait sont basées sur des observations hypothétiques ou déductives. Je fais des hypothèses, je fais des déductions, je donne le game plan.
Et donc, on est obligé de réadapter en temps réel si jamais on découvre de nouvelles choses. Et ce qui se passe, c'est que c'est là où ça coince un peu. C'est que Philos, très rapidement, vient coller à mort, alors qu'on s'attendait au combat de la soirée. On envisageait une grosse guerre au milieu de la cage et il colle à mort. Il colle, c'est la stratégie que nous, on avait au premier round, de coller pour éviter sa bombe. Lui colle tout le temps à partir de ce moment-là. Et donc, Nassourdine a du mal à switcher pour passer sur le Nassourdine intouchable qui sait faire. L'école du MMA Factory, c'est je touche sans être touché, je me déplace, je fais des déplacements latéraux qui sont compliqués à pouvoir cadrer. Mais il est parti sur le premier sujet qu'on avait et le gars, il joue bien le jeu, il est buff, il colle, c'est dur, c'est relou. Donc voilà, si tu veux, moi en tant que coach, je culpabilise dans le sens où les révisions qu'on fait d'habitude, qui sont devenues quelque chose d'acquis au MMA Factory, je ne les ai pas révisées en plus de ça, en plus de ce qu'on avait, parce que je considérais que c'était acquis. Je donne un exemple. Je donne la consigne à Nassourdine de repousser l'adversaire. Je lui demande de construire une barrière. En anglais, on dit frame. J'ai choisi le mot barrière pour le MMA Factory pour qu'on comprenne. Je rentre mon bras entre la gorge de mon partenaire et moi. Je repousse pour l'éloigner. Et du coup, comme le gouverneur est éloigné, son corps va s'éloigner. Je vais donner un coup de bassin à gauche pour sortir à droite ou un coup de bassin à droite pour sortir à gauche. Du coup, je suis insaisissable puisque la force n'a qu'un seul axe. Sauf que Nassourdine est resté sur l'idée d'avoir le clinch tie et il pose ses mains sur la tête de l'adversaire comme ça. Et l'adversaire, qui est quand même un lutteur, va saisir ses reins et le met en difficulté et le fait d'ailleurs tomber. Donc, voilà en gros l'explication que je peux donner dessus. Tu disais tout à l'heure, la côte n'a pas baissé. Je Oui, suis dans le d'accord avec sens où toi. tu vois, les gens pouvaient s'attendre à d'un côté ou de l'autre une défaite éventuellement par KO. Là, Nassourdine, il y a certes la défaite, donc un, décision majoritaire, et deux, il a eu quand même pas mal de succès en striking. Oui, mais je me mets à la place de l'entrepreneur qu'est l'UFC. Je suis un entrepreneur, j'ai deux athlètes qui vont s'affronter. Il y a un qui s'appelle Nassourdine qui a 24 ans. Il y a un autre qui s'appelle Phil Oz qui a 31 ans, je crois. C'est ça. Celui de 24 ans fait tout pour finir le combat. Il essaie des guillotines, il essaie des coups, il essaie de mettre KO. Celui de 31 ans fait tout pour suivre et attendre la fin du combat. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, Nassourdine a gagné quelques points dans le sens où il a essayé de finir. Cependant, il est de notre devoir et de notre honnêteté intellectuelle de reconnaître que Nassourdine a manqué de lucidité à des moments clés du combat, notamment quand il touche Philos à moins 20 secondes de la fin du combat, il le fait danser et il va se poser sur lui. Mais ça, c'est encore ma faute, dans le sens où la stratégie du début du combat, du premier round où on doit coller, c'est ce qu'il réapplique au troisième round. Sauf qu'à ce moment-là, son cul, il doit le pousser à se dégager et continuer à poser des frappes. Il posait 2 points sur le visage ou le menton de West. Le gars était à genoux, il était mort, c'était fini. Mais encore une fois de plus, je pense que l'entrepreneur qui est Mick Ménard, le matchmaker de l'UFC ou Dana White, constate que le jeune qui a 24 ans n'est pas mature complètement. Il a encore des choses à apprendre. Il y a des choses à rattraper. Cependant, il a une marge d'évolution incroyable. Il n'a que 24 piges et il est capable de livrer un combat incroyable et de tenir la dragée haute jusqu'au bout. Et je pense que Philos, quand même, il a perdu quelques points, mine de rien. C'est-à-dire que encore en vision de promoteur sportif, d'entrepreneur, ça me ferait chier d'avoir un ancien comme lui qui bloque le match et qui, voilà. Voilà un peu ma vision du combat. Et donc, je suis tout de suite déçu parce que je sentais qu'on pouvait frôler l'or avec la remontée à la fin de Nassourdine. On l'a loupé l'or. Cependant, je sais que Nassourdine a tout un avenir dans l'UFC. Il a le temps d'apprendre, il a le temps de monter. On est conscient de nos erreurs. Je suis conscient de mes erreurs en tant que coach. Nassourdine m'a paru conscient de ses erreurs, même à chaud en tant qu'athlète. Et je pense qu'on va retourner au boulot et on va faire ce qui est nécessaire pour qu'il remonte la pente. Formidable en tout cas. Mais, enfin,
pour la suite, on ne souhaite que le meilleur à Nassourdine Imavov, qui a été énormément suivi sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, ça montre quand même que le combat était très attendu. On va passer maintenant brièvement, mon cher Fernand, au main event, parce qu'il y a potentiellement des incidents sur l'un des athlètes que tu manages et que tu entraînes. Donc le main event qui était entre Curtis Blades et Derrick Lewis. Et là, il s'est passé quelque chose. Donc cher à Fernand Lopez, qui fait partie intégrante de son lexique du MMA, c'est la fameuse cacahuète magique qui a une nouvelle fois permis à Derrick Lewis de s'offrir un KO monumental sur uppercut face à Curtis Blades qui était favori. Et d'ailleurs, c'était, je crois, c'est Ariel Helwani, donc fameux journaliste sur ESPN, qui a tweeté que c'était depuis donc la victoire de Michael Bisping sur Luke Rockhold, c'était la première fois en fait qu'un tel outsider remportait un combat en main event de l'UFC. Wow, Ouais. wow. J'ai été choqué. J'ai été choqué, alors que c'est quelque chose qu'on garde toujours dans le coin de la tête. On s'est dit toujours que à tout moment, Derrick Lewis peut faire quelque chose. Mais très sincèrement, je ne m'y attendais, mais pas du tout. C'est-à-dire que je le sais, pourtant, qu'il a une cacahuète qui peut coucher n'importe qui, mais je me dis, quelles sont les probabilités pour qu'il gagne? Je ne le voyais pas du tout passer. Mais du tout. Et encore une fois de plus, c'est une grosse erreur de la part d'un analyste. Parce que la vérité, c'est que ce mec-là n'est pas facile à amener au sol. Derrick Lewis est l'un des athlètes les plus compliqués à amener au sol. Je me rappelle d'un de ses combats contre Gabriel Gonzaga, Napao. Napao, black belt de jiu-jitsu brésilien, poids lourd plein, 265 pounds, lourd, bien blindé et tout, qui lui monte sur le dos et il réussit toujours à s'élever avec lui comme un sac à dos. Il se relève toujours, Derrick Lewis. On ne sait pas comment, mais athlétiquement, il me rappelle ces mecs que je raconte, ces piliers que je rencontrais quand je jouais au rugby, des personnes qui étaient super en surcharge pondérale et tu négliges au moment où vous êtes au contact, mais au moment de l'impact, tu fais wow, qu'est-ce qui m'est rentré dedans? Et Derrick Lewis, il y a ce truc-là où, mine de rien, l'amener au sol. Est-ce que vous vous rappelez du combat? Il a fait un combat contre Ilir Latifi, bon lutteur qui montait de 93 kilos vers les poids lourds. Exactement. Impossible de l'amener au sol. Donc, du coup, on devrait déjà se douter que ça allait être compliqué un peu pour Curtis Blade, même s'il a l'idée du timing. Et non, je suis passé à côté complètement. Je suis complètement passé à côté et magnifique. Après, un peu déçu de sa vision à lui-même, Derrick Lewis. Tu vois, il dit qu'il ne veut pas un combat à 5 rounds. Il ne se voit pas aller faire le titre mondial. Ce n'aurait pas un sens en ce moment parce qu'il y a Jones qui montre entre-temps et qu'il dit qu'il peut affronter n'importe qui, hein, mais il dit simplement qu'il veut plus de 5 rounds. Il veut combattre dans 3 rounds. Ça veut dire qu'il élimine les main events. Ça veut dire qu'il élimine. Il dit clairement, je ne veux pas de main event. Ouais. Il élimine les main events, il élimine la ceinture, en tout cas pour le moment. Et il dit, in fine, qu'il serait prêt, il souhaiterait affronter Overeem aussitôt qu'Overeem est remis de sa mise à, enfin, de son comment ça s'appelle, son ticket, enfin, ça part... Ah oui, l'indisponibilité par la commission athlétique. Exactement, de son indisponibilité par la commission athlétique. Donc voilà, je suis un peu déçu parce que je me dis c'est un vrai contender et qu'il aurait dû se battre aussi et avoir sa déclaration pour faire la queue pour ceux qui vont s'aligner après Jones, quoi. Bah ouais, mais bon, mais Derrick Lewis a d'autres ambitions. Rappelons qu'il a quand même déjà eu son title shot face à Daniel Cormier, juste après avoir battu Alexander Volkov lors de l'UFC 229. Bon, allez, c'est parti. Donc, samedi prochain, dans la nuit de samedi à dimanche, en direct sur RMC Sport, vers 6h, 7h du matin, heure française, si je ne m'abuse, Cyril Gane affronte Jairzinho Rozenstruik, numéro 3 mondial. Donc là, je pense que vous êtes tous au courant. Mais, nous avons la chance, l'immense plaisir et honneur d'avoir Fernand Lopez avec nous, donc qui manage Cyril Gane, mais aussi qui l'entraîne. Donc, bien évidemment, Fernand ne peut pas tout dévoiler parce qu'on a une semaine du combat et qu'il y a certaines choses dont il ne va pas parler, mais rassurez-vous, il en parlera la semaine prochaine. Là, moi, donc, ça va être un petit peu global. Déjà, moi, la première question que j'ai, c'est par rapport à l'UFC, est-ce que au combat de l'UFC 256, est-ce qu'il y a une différence de traitement entre être sur la main card et là être au main event? Ah, complètement. Oui, complètement.
Alors, C'est-à-dire que, par exemple quoi? bah, déjà, il faut comprendre qu'après le combat de Dos Santos, il y a eu un renouvellement de contrat de Cyril Gann avec beaucoup de faveurs qui se rajoutent. Des négociations, en gros, une négociation, ça se passe euh, comment faire pour... mon but en tant que manager, c'est comment me débrouiller pour que Cyril gagne un peu plus d'argent. Donc, ça c'est fait, il gagne un peu plus d'argent. OK? Donc, du coup, comme il se rapproche, l'UFC, quand on renouvelle le contrat et qu'on est près de la ligne d'arrivée, donc du titre, on a tout de suite une proposition d'un montant qu'on va gagner si on fait le titre, une proposition d'un montant qu'on va gagner si on défend le titre. Ça, c'est l'indicateur qu'on est passé à un next level. Ça veut dire que l'UFC se positionne en disant à tout moment, on peut t'appeler pour le titre. On se met prêt parce que si jamais, là, il y a un titre qui se passe, si jamais il y a un blessé, si jamais il y a un souci, tu pourrais être appelé pour remplacer celui qui fait le titre. Et donc, on a toutes les conditions qui sont déjà préparées pour ça. Elles ne sont juste plus qu'à appliquer. Le contrat, il est déjà fait, tout est là, on est bon. Donc, on négocie, les conditions changent. Ça veut dire que, par exemple, je vais aller chercher une petite idée, c'est voyager en business class. Je vais négocier pour que Cyril puisse voyager confortablement en business class. Et donc, celui qui est en face de moi, mon interlocuteur, va me dire, écoute, non, c'est réservé pour les champions, cet avantage-là. Et je vais durcir en négociant. Il va dire, OK, voilà ce que je peux faire. Je peux t'ajouter de l'argent équivalent à pouvoir te payer une place en business class, mais je ne vais pas valider que ce soit automatique que chaque fois que Cyril va combat, il soit en business, sauf quand il aura la ceinture. Voilà un peu le genre d'avantage qui change tout. Et donc, on passe en main 4. On le sait qu'aujourd'hui, je suis dans un appartement assez cosy. C'est mon appartement à moi. Il y a le salon, 2 chambres, il y a ce qu'il faut. Cyril a aussi un appartement. Le coach Alan Bodo a son appartement. Enfin, on a ça. Et c'est aux frais de l'UFC alors qu'on est arrivé une semaine en avance. Parce que ce sont les avantages voilà, il y a pas mal d'avantages comme ça qui arrivent. Au moment d'aller sur le combat, tu as ton véhicule à toi parce que tu as ta limousine à toi, parce que tu es main event. L'affiche, tu as ton nom sur l'affiche, tu as ta photo sur l'affiche et donc ça change tout. J'ai déjà commandé en avance des posters parce que bien évidemment, il y a pas mal d'amis qui en demandent des posters puisque pour la première fois, il y a le visage de Cyril sur le truc. Voilà. Il y a quelques petits avantages assez appréciables quand même quand on est main event. Et toi, en tant que manager, quel est le point le plus important, là, pour Cyril, dans cette renégociation? Est-ce qu'il y avait un point en particulier sur lequel tu t'es dit, alors là, genre, je ne vais pas être intransigeant, mais parce qu'on sait que tu as d'excellents rapports avec l'UFC, mais où tu t'es dit, bon, là, quand même, il faut que ce soit cadré. Euh, Honnêtement, c'est assez carré. Il n'y a pas besoin de trop négocier dessus. On peut jouer sur un petit chiffre, sur un petit détail, mais en général, c'est assez cadré. C'est-à-dire que, par exemple, sur le point de pay-per-view, on sait que Super, bah, c'est ce voilà, que je voulais aborder, voilà, formidable. voilà, on sait que sur les pay-per-view, on est bien. On a été mis bien. Je que Mm. sur, ça va être intéressant. Dès le moment où, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on sait qu'on a un intérêt. Ça, ce sont les points clés, mais en général, c'est quelque chose qui est déjà prévu. C'est un peu normal, quoi. Il n'y a pas une extra négociation pour ça. Et il y a des petits détails, des petits chiffres qu'on peut on peut gratter un peu quelque chose. On peut, comme je disais encore une fois de plus, on peut gratter des petits avantages, des petits détails, dès qu'il y a moyen de faire que le gars vienne. En général, quand tu es un combattant pas encore très connu, quand tu viens en avance à l'UFC te prend en charge à partir de mardi jusqu'à samedi. C'est ce qu'on appelle la fight week. Sauf que dans le cas des négociations, là, par exemple, Cyril est là depuis 15 jours et tout est pris en charge depuis le début. Et ça, c'est un avantage. C'est-à-dire que
son repas, il a déjà son virement avec les sous pour entretenir son camp d'entraînement. Mais en plus de ça, il y a Trifecta qui est qui fait la bouffe pour le Performance Institute de la nutrition, qui lui donne à manger depuis l'arrivée de Nassoudine et lui, alors qu'il n'est même pas encore entré dans sa fight week à lui. Donc, c'est ce genre de petits avantages qui sont intéressants, mais le plus important pour moi, c'est qu'il se positionne pour avancer, d'aller vers le titre. Aujourd'hui, il faut arrêter. On ne chipote plus. Il faut aller vers le titre. C'est aussi simple que ça. L'idée, c'est qu'en toute humilité, Cyril est quelqu'un de super humble. Euh, Moi, je le suis aussi dans sa démarche d'être naturel et d'être humble. Cependant, on ne peut plus chipoter. On est dans le dernier siècle. Voilà, ça va se jouer très rapidement. Cyril est le combattant, le seul combattant invaincu dans le top 15. Tous ceux qui sont dans le top 15 ont déjà perdu un combat. S'il venait à gagner samedi, il serait à 8-0. Et on sait que l'UFC aime bien les main events avec des personnes qui sont invaincues. Donc, on se positionne sur quelque chose qui est assez intéressant. Si ça se passe bien samedi. On est conscient de ça, l'UFC est conscient de ça. Et donc, il faut en tirer des avantages de manière claire en disant, OK, on va négocier pour tout faire pour qu'on se retrouve à la situation après le combat, après le passage de Jones, qui que ce soit qui a la ceinture, il faut qu'on aille vers cette direction-là. Voilà. Et honnêtement, là, on est entre nous, hein, bien évidemment. Personne ne nous écoute. Est-ce que, donc, Fernand Lopez donc, est fin négociateur, hein, pour celles et ceux qui l'ignorent. Quand tu as dit à Cyril, écoute, il y a moyen de faire de grandes choses en MMA, ça peut être très rapide. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça aille aussi vite ou là, tu es presque en mode, ça ne va pas assez vite pour moi? Quand tu lui as dit ça. Non, je m'attendais à ce que ça aille vite, mais pas aussi vite. Cependant, je ne suis pas débordé par la vitesse à laquelle c'est allé. Je suis manager depuis quelque temps. Déjà, j'ai managé Cyril, j'ai managé Francis. J'ai appris avec Francis. J'ai appris avec beaucoup d'athlètes. J'ai appris avec Alamoussou, j'ai appris avec, je peux en citer jusqu'à demain avec Tonton, qui était champion du Bellator. J'ai appris avec une tas de personnes et aujourd'hui, je reconnais quand l'athlète est bien placé. Cyril est placé en pole position sur un spot qui est correct. Sans vouloir se presser, la réponse, c'est que on peut perdre à tout moment, à tout endroit. Mon analyse, je vous l'ai déjà donnée en disant, quand j'entends un jeune dire « j'ai envie de mûrir avant d'aller à l'UFC », je ne suis pas d'accord avec ce n'est pas ma vision des choses. Je pense qu'il faut apprendre et on ne peut pas apprendre de l'UFC que quand on est à l'UFC. Sinon, on apprend de d'autres organisations. Ma vision, c'est que Cyril a appris sur place à l'UFC. Les combats qu'il a fait lui ont donné l'apprentissage. Moi, j'ai appris en tant qu'entraîneur sur place, j'ai appris en tant que manager sur place. Et je pense que je suis conscient qu'on est allé vite. Mais je sais que Cyril pourrait perdre avec un top 20 parce que tout est possible. Si Derrick Lewis a pu mettre KO Curtis Blade hier, alors tout le monde peut perdre. Maintenant, quitte à perdre, on va perdre vers l'avant. Je veux qu'on tombe vers l'avant. On va tomber face à des personnes qui sont 1, 2, 3, mais on ne va pas tomber vers l'arrière. C'est ça le but en fait. C'est aussi simple que ça. Et quand tu vois cette catégorie justement heavyweight ou qui est, on va dire, extrêmement ouverte avec Jairzinho Rozenstruik notamment qui avait affronté, donc en novembre 2019, il affronte Andrei Arlovski, décembre Alistair Overeem et ensuite c'était initialement prévu en mars, déplacé finalement en mai, Francis Ngannou qui était à l'époque, toujours aujourd'hui numéro 1 dans les contenders. On voit qu'il y a cette volonté de pousser les nouveaux talents de la part de l'UFC. Est-ce que toi là aujourd'hui, on voit un petit peu la même chose avec dans ce que fait l'UFC avec Cyril, est-ce que tu penses que c'est le fait que l'organisation apprécie beaucoup Cyril, qu'il soit français, qu'il soit plutôt beau gosse, qu'il ait un style qui soit quand même extrêmement télégénique, ou au contraire, c'est la volonté de l'UFC de toujours mettre en avant les nouveaux talents dans cette catégorie-là? Oui, je pense qu'on n'a pas
nos rapports sont corrects avec l'UFC, mais on n'a pas une exclusivité avec l'UFC. Je pense pas. L'UFC est réfléchi comme une entreprise, c'est un business. C'est pas, ils ne sont pas amis avec Fernand Lopez ou avec Cyril Gane. Ça passe très vite, quoi. Ils ont été super amis avec Francis à l'époque, c'est passé. Ensuite, Jairzinho Rosenstrike, il a eu un palmarès vierge et on s'est dit peut-être c'est la bonne idée de le mettre avec Francis et s'il couche Francis, on le pousse parce qu'il va arriver avec un palmarès vierge comme Ousmane Camaro, comme Adesanya, quoi. Et donc, on veut le pousser comme Khabib. Et de la même manière qu'aujourd'hui, le palmarès de Rosenstrike a été sali, on lui met un petit jeune qui est Cyril, petit jeune relatif, hein, parce que Cyril n'est plus si jeune que ça, il a 30 piges. À l'UFC, on est plus jeune. Mais en tout cas, on lui met un nouveau arrivé pour lui faire le même effet. C'est-à-dire qu'en ce moment, Cyril il a le visage propre, il est relativement beau gosse quand même. On va dire que... Relativement. Enfin, c'est très subjectif, Il est la beau gosse, il est bogossitude. beau gosse, il est beau Maintenant, gosse. maintenant, il n'y a rien à dire, il est beau gosse, voilà. Il a un style de combat très stylé, très apprécié, et donc ça tombe bien, il a un palmarès vierge et il est immaculé. Donc c'est ça un peu l'idée quand tu es encore à ce niveau. Je pense que c'est pour ça que l'UFC le pousse aussi. Je ne pense pas que c'est parce que on l'aime particulièrement. Je pense que c'est très relatif, l'amour de l'UFC. C'est une affaire de business, c'est tout. Il n'y a pas plus, il y a pas plus que ça. Et dans la situation dans laquelle se trouve Cyril, en termes de carrière MMA, là aujourd'hui, donc il est 7e, il affronte Jairzinho Rozenstruik qui est 3e. Est-ce que toi, le fait que, là, selon toute vraisemblance, hein, après ce combat, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, il sera forcément beaucoup moins actif. Est-ce que toi, ça peut être un problème potentiel de dire, bah aujourd'hui, quand tu es top 5 mondial, forcément, tu peux plus combattre tous les 3 mois parce que tu vises nécessairement en haut, donc ce sera maximum de combats par an. C'est ça la grosse problématique. Et ça, on en a discuté déjà. Mais encore une fois de plus, Cyril ne l'a pas encore déclaré. Moi aussi, c'est la première fois que j'en parle ici. Notre décision, elle est prise. Si jamais ça se passe bien samedi et que l'UFC propose un title shot, à un moment donné, s'il faut attendre, on attendra. C'est-à-dire que, très concrètement, si jamais dans les petits papiers, je reçois un texto qui me dit OK, c'est a go. Si c'est un go, bah, je vais faire asseoir Cyril, on va s'entraîner pendant 7 mois et on va développer sa force. Son préparateur physique, Ryan Gillet, il aura beaucoup de boulot pour le faire monter en force. Son préparateur mental, Ousmane, aura du boulot pour le blinder dans la tête. Moi, j'aurai du boulot pour lui apporter un haut niveau de sol, un niveau de lutte et puis l'amener à être prêt pour la ceinture à un moment donné contre qui que ce soit. Mais non, si jamais il n'y a pas cette promesse de titre, effectivement, on va le garder actif parce que c'est quand même des sous gagnés à chaque fois qu'on combat. C'est de l'apprentissage fait pendant qu'on combat. Mais aujourd'hui, à l'espace où on est, si ça se passe clairement, dès la fin de l'événement, si ça se passe bien, mon texto partira et mon texto dira exactement OK, est-ce que c'est un go? Est-ce qu'on a une promesse ferme? Si on a une promesse ferme, alors on ne bouge pas, on s'assoit et on laisse les autres faire, quoi. Ça ne sert à rien d'aller faire des combats qui... Enfin, non, il faut savoir se poser et puis faire le combat qui est utile. Exactement, oui, parce que c'est vrai que quand tu as une position où tu es très bien classé, il y a toujours ce risque, comme tu l'avais dit, de perdre un peu contre n'importe qui dans le top 20 et donc de redescendre forcément. Toi, aujourd'hui, dans cette catégorie qui est quand même particulièrement ouverte, tu as dit, bon, si on reçoit le go, on peut attendre. Là, tout le monde sait plus ou moins que cet été, bah, il y aura John Jones contre le vainqueur du choc, Stipe contre Ngannou. Et ensuite, c'est là pour le coup qu'il y a un petit peu de flou. Donc bon, niveau timing, parce que t'aimes bien, je pense, te projeter, tu visualises un peu ce qui se passe, on peut peut-être se dire c'est plutôt 2022 et aussi notamment l'UFC en France, non? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je ne D'accord. suis pas sûr parce que je ne suis pas sûr que l'UFC ait envie de faire un pay-per-view
du départ sur la zone horaire française. Je Mhm. pense que si c'est pour un titre, ça se passera aux États-Unis, malheureusement. Et puis, encore une fois de plus, les choses sont prévues comme elles sont prévues, mais ça peut changer tout. Voici ce qui était prévu encore il y a quelques jours. Curtis Blade battait Derrick Lewis. Ouais, oui. Curtis Blade rencontrait éventuellement Cyril Gane et puis celui qui passait éventuellement s'alignait derrière la ceinture. Et puis, éventuellement, Derrick Lewis refaisait un match revanche avec Volkov. Voilà à peu près ce qu'on visualisait. Aujourd'hui, les quatre sont rebattus. Comme je vous ai dit, dans le top 4, le top 5, tous ont des clauses pour un titre. À tout moment, s'il y avait un blessé ou quelqu'un atteint du Covid et que l'UFC était joueur, il pourrait dire ceinture intérimaire. On ne va pas attendre. S'il y avait... tout est possible à partir de ce moment. Donc, faire des plans sur la commode en parlant de 2022, de 2021, on ne sait pas du tout. Ce que je sais, c'est que les choses peuvent s'accélérer à mort. Les choses peuvent changer à mort. Et donc, il faut se comporter comme un champion à partir de maintenant. Oh là là. Bon, alors avant de passer à la suite, on est obligé de parler un petit peu du combat, mais très brièvement, très très brièvement, parce qu'on ne va pas se Allons-y. jinxer, bien évidemment. Donc, je le rappelle, main event Cyril Gane contre Jairzinho Rozenstruik. Jairzinho Rozenstruik qui vient du kickboxing, excellent striker. Toi, dans la préparation avec Cyril, qui a aussi énormément de puissance, mon père, donc qui est pas très très fan de MMA, mais qui suit un petit peu de loin, il a regardé les trailers, il a fait oulala, lui il fait peur en parlant de Jairzinho Rozenstruik. Toi, comment tu sens ce combat sur quels sont un petit peu, quelle est la clé du combat sans bien évidemment rentrer dans le détail? Et Bah, si tu peux en parler aussi. il nous fait peur à tous. C'est-à-dire que ton papa a raison. C'est cette peur-là qui permet qu'on soit prudent. C'est cette peur. Très clairement, les points forts de Jairzinho, c'est pas que son gros punch. Les gens le considèrent comme... C'est l'un des poids lourds les plus endurants à l'UFC. C'est un Et qui poids lourd qui jamais est... mentalement aussi. Voilà, il ne lâche pas, voilà. Si vous vous rappelez même de ses combats au Rising et tout, il s'était fait amener au sol, et on lui prend la montée, machin, il remonte, enfin, il lâche pas l'affaire. Euh, il, a, il vient d'une équipe qui va forcément l'amener à faire des calf kicks. Mhm. C'est quasiment une certitude. Le dernier adversaire de Conor venait de cette équipe et dans le camp d'entraînement aujourd'hui de Jairzinho, il y a Thiago Alves, il y a King Mo. On sait qu'il y a beaucoup d'entraînement de lutte. On sait qu'il y a beaucoup d'entraînement sur les kicks, sur la zone basse, sur la cheville pour aller toucher la cheville de Cyril. On sait que du coup, ça donne une autre possibilité pour attirer l'attention en dessous et pouvoir passer le gros bras arrière. On sait qu'à tout moment, il faut rester attentif, même jusqu'à la dernière seconde. Donc oui, ça fait peur, mais cependant, Cyril a rarement fait des erreurs. Oui, exactement. C'est-à-dire que Et d'ailleurs, tu fais vous comment ça observez. pour toi, pour toi en tant que coach, de faire en sorte quand il y a quelqu'un comme Cyril, ou comme tu l'avais dit d'ailleurs précédemment, dont je sais plus si c'était une interview, ou non, c'était un King, oui, c'était le premier King NG, où justement tu disais, enfin, le problème de Cyril, c'est pas un problème, mais tous les adversaires qu'il rencontre, les gens, si c'est la première fois qu'ils voient par exemple Junior Dos Santos, la première fois qu'ils voient Rafael Pessoa, ils se disent, bah, le mec est complètement nul parce que Cyril arrive à s'élever à chaque fois. Toi, comment tu fais pour justement lui dire, Cyril, à chaque fois, attention, parce que à tout moment, justement, tu peux te faire toucher, malgré le niveau qu'il a et le fait que quand on regarde tous ses combats, bah, il arrive à être un ton, deux tons au-dessus de ses adversaires. Au jour le jour, bien évidemment. Mes entraînements sont toujours très proches de la réalité. Si vous avez remarqué, à chaque fois quand on fait les pattes d'ours ou les PAO avec Cyril, les commentaires disent « J'espère que le coach Fernand Lopez a une bonne assurance, il frôle la mort à chaque fois parce que je veux aller le plus proche de la réalité. » J'essaye vraiment de jouer le rôle des adversaires, même si je suis beaucoup plus petit que ses adversaires. Je vais le mettre à danger à chaque fois et même si je ne le frappe pas de manière puissante, quand je le touche, juste mon cuir, le cuir de mon gant touche sa tête, j'en fais un sermon, je le bassine, vraiment,
Ça prend des heures, je ne le lâche pas, je le fatigue avec ça. On a une volonté d'être complètement intouchable. Il se fait toucher aux entraînements. Je le touche aux entraînements. Alan Boudou le touche aux entraînements. Nassoudine le touche aux entraînements. On le touche aux entraînements. Francis l'a touché aux entraînements. Mais le jour du combat, il est quasi intouchable. Parce que lors de la période d'affûtage, là, je viens de terminer les entraînements avec lui. Il est quoi? Il est quasiment minuit ici à Vegas. Je viens de terminer les entraînements. Et à chaque fois où je l'ai touché, il a beau expliquer, mais le King, attention, si je t'avais vraiment frappé, tu ne m'aurais pas touché, tu serais tombé, machin. Je ne veux rien savoir. Je ne veux pas te toucher. Je ne veux pas qu'il y ait le point de Jairzinho qui se pose sur toi, même pas une fois. Je vais dans l'excès. C'est un bon encaisseur, attention, il est capable d'encaisser. Mais je vais dans l'excès parce que, encore une fois de plus, c'est cette peur, c'est cette conscience de la puissance de frappe qui existe chez les poids lourds qui me drive et qui me pousse à le préparer. Simple et efficace. Et je t'avais coupé d'ailleurs dans ton intervention où justement tu parlais de cette préparation globale et par rapport au danger que présente Jairzinho. Et c'est là que j'avais été sur le C'est fait ça. qu'elle puisse se faire toucher. C'est ça. Donc, je te disais, je vous ai cité les points forts de Jairzinho qui étaient son endurance, sa grosse puissance de frappe avec les deux bras. Ses kicks, il remise instantanément les kicks. D'ailleurs, il les remise tellement qu'on peut les considérer comme des patterns à exploiter parce que c'est automatique. Si tu le kicks, il va kicker derrière. C'est automatique. Et puis d'un autre côté, on oublie, comme je disais, Jairzinho fait pas mal d'erreurs quand tu regardes ses combats, mine de rien. Jairzinho, quand même, sur ses combats, il s'est fait dominer beaucoup avant de gagner. Souvent. Overeem, le combat contre Alistair Overeem. Cyril se fait rarement dominer. C'est-à-dire que, en tant que, si tu es un bookmaker, tu te dis, bon, c'est chaud quand même. C'est-à-dire que, on a un mec qui se fait souvent dominer, qui est dangereux, effectivement, sur un point. On a un autre mec qui sait éviter de se faire toucher, commet peu d'erreurs, mais on va compter juste sur une erreur pour qu'il perde. Je dis, restons prudents. Mais cependant, faisons confiance à Cyril. Faisons confiance au camp d'entraînement de Cyril. On peut parler de bonnes choses. Je pense qu'on va kiffer ce qui va se passer samedi. Ah bah, on espère tous. Et dernière question à propos de ce combat et à propos de la préparation de Cyril. Est-ce que toi, tu mets un point d'honneur finalement à le mettre dans le dur à l'entraînement et à faire en sorte que Cyril soit dans des situations où vraiment lui va galérer? Parce que c'est vrai que de temps en temps, je pense notamment oui, par exemple à Messi Barber lors de son combat contre Roxane Modafferi, tu vois, ces combattants qui sont invaincus, ou même Edmond Shabazian, tu vois, quand tu réussis tout, quand tu es invaincu, quand tu as toute cette confiance, quand dans un combat ça se passe pas très bien et que t'es pas celui qui a été obligé de grinder toute sa carrière, bah, tu peux te retrouver un peu perdu. Est-ce que toi, en coulisses bien évidemment, avec les coachs, avec les sparring partners, t'essayes vraiment de faire en sorte que Cyril soit face à l'adversité et finalement connaisse l'enfer avant éventuellement de se retrouver dans une telle situation à l'UFC? Absolument, absolument, absolument. Je le fais beaucoup de plusieurs manières. Soit je vais mettre des thèmes en place qui vont faire qu'il soit dans la situation de difficulté avancée. Euh, euh, Lui mettre un mec qui est super bon au sol, un gars comme Christian Pumbu qui a la ceinture noire, qui light heavyweight, qui se pose sur Cyril à monter, c'est une complexité. Soit parce que je vais mettre de la pré-fatigue dans son entraînement. Ça veut dire que Cyril va faire 6 rounds de 6 minutes avec sur chaque round quelqu'un de frais alors que lui, il est mort. À chaque fois, il a quelqu'un de tout nouveau qui est frais, qui lui pose des sérieux problèmes. Donc forcément, il est mort. Il est mort. Mais encore une fois de plus, ça dépend de la périodisation dans laquelle on est. Si on est sur la période de développement, c'est ce que je vais faire. Là, on est sur la période d'affûtage. C'est le moment où j'ai envie de conserver son énergie. Je veux le retenir, le frustrer pour qu'il ait envie de s'entraîner plus et qu'il soit comme
une bête qu'on relâche le jour du combat. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais aller chercher une intensité sur des pas hauts, des pas d'ours, parce que ça ne le met pas en danger de blessure. Je vais aller chercher de l'intensité pour qu'il puisse monter dans les tours, mais cependant, je vais éviter les difficultés qui peuvent le mettre. Je vais rendre un entraînement super court pour que la charge d'entraînement globale soit basse. Je m'explique. La charge d'entraînement égale l'intensité fois le temps. Ça veut dire que si je veux baisser la charge d'entraînement, il faut que je monte le curseur de l'intensité, je baisse le curseur du temps, ou alors je monte le curseur du temps et je baisse le curseur de l'intensité. Comme on est en période d'affûtage et que je ne peux pas le diéseliser, je le monte en intensité, je baisse en temps et donc j'ai une charge d'entraînement qui est faible, qui l'entraîne, qui l'entretient, mais qui le laisse frais pour le 27 février prochain. Et voilà, donc je pense que nous sommes complets sur la preview. Bien évidemment, Fernand n'a pas pu tout dire, mais vous avez ici et là quelques indices sur ce qui peut potentiellement se passer le 27 février prochain. Et ensuite, bien évidemment, on fera le point le dimanche ou le lundi. Enfin, en tout cas, ça arrive chez vous chaque mardi à 18h sur ce main event. Bien, donc maintenant, on va passer aux actualités, enfin à l'actualité du moment avant de revenir aux questions, parce que oui, vous pouvez chaque semaine poser vos questions à Fernand Lopez. C'est simple. Vous commentez sur la vidéo King Energy, on sélectionne minutieusement 1, 2, 3 questions en fonction du temps qu'il nous reste et Fernand y répond. Là, concernant l'actualité du moment, j'ai vu ça passer, c'est le FFA Challenge 1 qui a été annoncé donc par Mathieu Nicourt et on m'a dit dans l'oreillette que peut-être il y aurait quelques factoriens lors de cet événement. Donc déjà, donc très important, ça va se dérouler début avril en France, donc le MMA est de retour en France. Est-ce que toi tu peux nous en dire plus sur cette organisation, sur aussi quelque part s'il y a d'autres événements qui sont annoncés, si tu sais des choses, toujours entre nous bien évidemment. Il y a cet événement-là qui est que c'est le seul événement que je sais en ce moment qui n'est pas le mien. Le mien d'événement de Arès va être annoncé, mais pas pour le moment. On est encore sur pas mal de nouveautés qu'on veut mettre en place sur le cadre administratif. En tout cas, le FFA Challenge est en place. Donc, ne loupez pas, ce sera sur la plateforme de Fight Nation. Ce sera le 10 avril. C'est un événement de Mathieu Nicourt, c'est mon professeur de MMA. C'est avec lui que j'ai connu le MMA. Et il est toujours un enseignant de MMA. Sa salle de sport, c'est la FFA. Et donc, c'est FFA Challenge, l'événement. Sur cet événement, on aura Rislen Zouak. On aura Messi Katanga. On aura John Kasney. Et on aura quelqu'un d'autre qui n'est pas encore confirmé, je ne sais pas encore exact, je ne sais pas si on l'a déjà confirmé ou pas, mais en tout cas, on aura 3 factoriels sur cet événement. Je suis impatient de voir cet événement arriver. C'est le retour du MMA en France et c'est une valeur sûre. Mathieu Nicourt, il a déjà, c'est un habitué d'organisation, il a organisé quelques événements déjà et donc je pense que ça va être de qualité, surtout en Ile-de-France et tout. Je suis impatient de voir ça arriver. Bien entendu, ce sera sans public, mais vous pouvez compter sur le pay-per-view pour pouvoir regarder l'événement. Ce sera annoncé bientôt. Alors Fernand, là je suis obligé de rebondir là-dessus parce que name dropping. Alors Messi Katanga, donc ancien judoka, qui s'était aussi essayé au rugby, véritable phénomène physique, qui s'entraîne également avec Cyril Gann. Ça va être, je crois, ses débuts en MMA. À quoi peut-on s'attendre? Parce que je pense que ça va faire pas mal de bruit. Messi Katanga, ouais, je pense que c'est le futur. Il est archi jeune. Je crois qu'il a 23 ans. Mais déjà une vieille carrière de judo. Il a été à l'équipe de France pendant très longtemps. Il boxe décemment. Pour être humble, il boxe décemment. Je pense qu'il a les qualités pour rejoindre le roster de l'UFC dans pas longtemps. Je pense vraiment qu'il a ce qu'il faut. Il lui manque de la maturité, il lui manque du développement du QI fight, du fight IQ. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il est
trempé avec les grands combattants comme Nassourdine, comme Alan Bodo, comme Cyril Gann, et que c'est leur sparring de tous les jours. Mais je suis vraiment je suis content de l'avoir parmi nous. Il apporte une certaine fraîcheur. Il est extrêmement dangereux en lutte au judo, au sol, en Ewaza, et il a une excellente boxe. Donc voilà. Bien, en tout cas, réponse début avril, donc pour les débuts de Messi Katanga en MMA. Donc on va passer maintenant aux questions. On en a sélectionné deux. La première question de Mike Godard. C'est quoi les pilules magiques de Lopez après chaque entraînement? Mais ça vient d'où cette question des pilules magiques? Pourquoi on parle de pilules magiques? Parce que la semaine dernière, tu avais fait un petit peu de teasing sur les produits MyProtein que tu utilisais. Oui, il y avait une question qui m'était posée sur mon entraînement. Et donc, je vous ai parlé de mon entraîneur, de mon préparateur physique, on va dire, euh, Paul Dulac, voilà. Et je vous ai dit aussi que je m'accompagne. Quand je voyageais, alors, je dis à ceux qui sont là, ne soyez pas choqués. C'est-à-dire que très clairement, c'est de la promotion que je fais. Mais encore une fois de plus, je suis pas le mec qui vend des produits à tout va. Si je fais la promotion d'un truc, c'est quelque chose que j'utilise, sinon je n'en parle même pas du tout. Je ne vais pas vous parler de la protéine puisque je n'utilise pas la protéine et pourtant, l'annonceur dont on parle, c'est MyProtein. Mais moi, j'utilise un truc qui me sert à moi parce que je dors peu et pour avoir des nuits paisibles, j'ai des produits en fait qui sont du type de wellness, du bien-être en général. Et c'est un truc c'est un produit qui s'appelle Relax et qui se retrouve sur le site de MyProtein, qui est composé de la mélisse. La mélisse, c'est une composante de tisane. Donc, c'est quelque chose de calmant, d'apaisant qui permet de mieux dormir. C'est ça, c'est relax. C'est pas... Donc, du coup, quand moi je voyage, là, je suis à Vegas et tout, j'ai pris ce truc, c'est tout, c'est rien. Ensuite, comme j'aime le sucre et que je suis accro au sucre et que je ne peux plus consommer le sucre de manière anarchique, j'ai toujours sur ma protéine un petit produit qui permet de sucrer les aliments sans que ce soit sucré. C'est Flav Drops, c'est ce genre de truc. Donc, en gros, vous avez tous les parfums, banane, pomme, vous avez quoi ici? Pêche, il y a un peu de tout. Et en gros, vous allez mettre 5 gouttes ou enfin, quelques gouttes de ce truc dans un shaker de protéines si vous prenez de la protéine. Moi, je l'utilise par exemple pour le café. Je l'utilise, par exemple, je ne peux pas mettre de sucre dans le café, donc je mets ça. Je l'utilise, par exemple, pour des yaourts nature. Du coup, je peux en consommer sans en abuser. Voilà un peu, c'est de ça que je parlais, mais vraiment rien de spécial. Ne soyez pas obligé d'aller acheter ou quoi que ce soit. Je l'annonce clairement, c'est un partenaire et je ne prends chez eux que les produits qui m'aident sérieusement. Donc, c'est pour ça que je me permets d'en parler. C'est aussi simple que ça. Mais il n'y a pas de pilule magique. Il n'y a pas de pilule magique, mais si d'aventure vous souhaitiez tester les produits utilisés par Fernand, il a un code MMA moins 40% avec le code MMA, surtout MyProtein. Et vous pourrez remercier Fernand. Bien, dernière question, et pas des moindres, c'est pour ça que nous n'en avons sélectionné que deux, où là, la réponse risque d'être exhaustive, enfin, comme la réponse précédente d'ailleurs, hein. C'est de MLS Cred. Fernand, quel est ton top 3 des camps des gyms de MMA dans le monde entier? Hors MMA Euh, Factory, hein, bien évidemment. oui, bien entendu. Déjà parce qu'il faut en parler, c'est que le MMA Factory ne peut pas rentrer dans les critères dessus. Enfin, ouais. On va faire simple. L'ATT, American Top Team. Ok. American Top Team, fondé par Conan. Donc, c'est lui le head coach. Je crois qu'il y a Mark Brown, il y a Kimo, il y a qui d'autre? Thiago Alves, j'ai parlé de lui, je ne sais pas. Mais voilà, ils ont été 5 fois Gym of the Year sur les MMA Awards. Okay? Ils ont combien, je crois, 6 ceintures de l'UFC, dont la fameuse ceinture BMF Bad Motherfucker. La plus Donc voilà, importante finalement. La plus voilà la plus importante. importante finalement. Donc voilà, moi je les classe quand même à ce niveau-là, je les classe premier team. Ensuite, j'ai dans mes comptes à moi la Jackson. Oui.
pour moi, numéro 2, Jackson Wing, parce que, bon, les coachs, Greg Jackson, Mike Wickeljohn, et puis, comment il s'appelle? Oui, en striking, oui. Gibson. Ouais, exactement. Ouais, bon, Brandon Gibson, voilà. Ils ont déjà été 5 fois champions de l'UFC. Ils ont déjà eu des titres comme Holly Holmes a été championne, John Jones champion. Ils avaient un jeune, il y a Rashad Evans, il y a Carlos Condit, et puis ils partagent un mec avec la Tristar, GSP. Eh oui. Et puis ils ont Aaron Pico aussi dans la nouvelle génération. Voilà. Donc du coup, je considère qu'ils ont fait pas mal de choses et tout, et qui méritent la place de deuxième aujourd'hui. Et puis à la fin, je vais mettre le club de, comment il s'appelle, Trevor Whitman, Onyx, que je considère aujourd'hui comme étant, voilà, c'est le club de Ousmane Camaro, c'est le club de Rose Namajunas, Justin Gaethje. Ouais, Justin Gaethje, voilà. Ils ont été 2 fois, Trevor Whitman a été 2 fois coach de l'année au MMO Wars. Ça, c'est quelque chose que je regrette beaucoup. J'espère qu'un jour, on mettra la France sur la carte des MMO Wars, parce que, effectivement, d'office, on est éliminé parce que, bon, voilà quoi, les MMO Wars se passent aux États-Unis, on ne parle que des clubs américains, de ce qu'ils font aux États-Unis, alors que quand on parle d'un club comme Greg Jackson, Jackson et Vince, on a tellement battu de mecs de ce club-là, on devrait aujourd'hui avoir une petite place, quoi. C'est-à-dire que Deontay, Metz, on l'a battu, c'est Cyril qui l'a battu, on a battu Aloski, avec Francis Ngannou, on a battu Overeem. Non, Overeem. Oui, il était à la Jackson en ce moment. Donc, on bat comme ça très souvent des athlètes de ces grandes teams-là, mais sans pouvoir en profiter, parce que c'est là-bas que ça se passe et qu'il y a toutes les MMO Orange là-bas. Mais aussi parce qu'ils sont bons, hein. Attention, les clubs là-bas sont très bons, les coachs sont très bons, mais moi, c'est plus en termes de volume, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas parler des MMA Factory, on n'a pas un champion du monde, on n'a pas un champion à l'UFC, on a des champions au Cage Warrior, au Bellator, enfin, où tu veux, mais on n'a pas de champion à l'UFC. Et donc, ça va certainement venir, mais en tout cas, pour le moment, ça nous éloigne de ce classement qui fait que, pour être très honnête et tout, ces personnes-là, ces différents champions qui viennent agrandir le club et qui apportent une certaine lumière et de la reconnaissance à ces coachs. Formidable. Merci beaucoup, Fernand, pour ces réponses. Bien, vous connaissez la musique, hein. King Energy, c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à écouter pour poser des questions à Fernand. Ou alors, bien évidemment, le féliciter de son excellent travail de ses masterclass semaine après semaine. Rendez-vous dans l'espace commentaire. Vous pouvez d'ailleurs également échanger entre vous, mais dans le respect, c'est très important. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le recap de cette UFC Vegas 20. Jairzinho Rozenstruik, Cyril Gane, qui est extrêmement attendu en France et aux États-Unis. Merci beaucoup, Fernand. Un plaisir, monsieur J. Et puis, encore une fois de plus, comme à l'accoutumée, vous mettez vous cliquez la cloche là, vous cliquez dessus, vous vous abonnez, vous commentez, n'hésitez pas, c'est important, c'est encourageant. Merci beaucoup à vous. À la semaine prochaine.